Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je ne serai pas tout seul, je vais être accompagné de William qui est un entrepreneur et un ami depuis pas mal d'années maintenant et il va aujourd'hui vous parler de son parcours professionnel parce que William a une histoire qui est dingue en fait. Pour la faire court, il a eu un passé professionnel assez compliqué, il a réussi à vivre de sa passion, ensuite il s'est mis sur internet, a réussi à gagner sa vie sur internet confortablement, mais il lui arrivait pas mal de problèmes au niveau de son activité sur le web qui malheureusement l'a fait retourner contre son gré dans le salariat. Mais voilà, William, c'est un battant. William, il a toujours désiré avoir un business sur Internet, en vivre pour profiter de sa famille, pour profiter de ses proches et faire des choses qu'il aime. Et aujourd'hui, il a décidé de quitter son job et de se lancer à nouveau dans l'entrepreneuriat, de se laisser, on va dire, la dernière chance. Voilà. Mais William est très motivé et il a énormément de projets pour la suite. Donc voilà, c'était une super interview que j'ai enregistrée tout à l'heure avec lui. Vraiment, alors elle est un peu plus longue que prévu. Elle dure 1h30, mais vous allez apprendre énormément de choses. Il a un parcours qui est assez dingue et pour moi, William a un très bon avenir dans l'entrepreneuriat sur Internet. Il a un très bon état d'esprit maintenant et vraiment, il est prêt à en découdre. Donc vraiment, c'est un podcast qui est super inspirant, qui est très intéressant et vous allez voir, ça peut-être même vous débloquer chez vous quelques problématiques que vous avez actuellement. Donc écoutez-le bien jusqu'à la fin. Je vous mets dès maintenant ce podcast et puis je vous retrouve à la fin de celui-ci pour faire une petite outro. À tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'accueille William. William, comment ça va ? Salut à tous, ça va et toi Alex ? Ça va très bien. Alors, dans ce podcast, j'avais envie d'inviter William. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait un podcast ensemble. On en a fait un, il y a 2 ans maintenant, je crois. On en a fait 2, même des vidéos aussi. Peut-être, ouais, il y a un petit moment maintenant. C'est vrai qu'il y a un petit moment. Et je me suis dit, entre-temps, il y a pas mal de choses qui se sont passées de ton côté, tu as pas mal évolué niveau mindset, et je pensais que c'était super intéressant de refaire un podcast un petit peu, après ces 2-3 ans d'entrepreneuriat, de retour un petit peu dans le salariat aussi. Donc, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire aujourd'hui. Donc, moi, ce que je te propose, ça serait de te présenter un petit peu à ma communauté pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas vu le podcast qu'on avait fait ensemble, le contenu qu'on avait fait ensemble à l'époque sur Amazon KDP, je crois que c'était ça. De maturité, professionnalisme. Allez, je t'invite à te présenter alors. Alors salut à tous, moi c'est William, j'ai 32 ans, je viens d'avoir un enfant et mon parcours professionnel et dans l'entrepreneuriat a pas mal évolué, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai testé pas mal de trucs, je me suis lancé sur beaucoup de trucs. Alex, ça fait longtemps qu'on se connaît, et même avant l'entrepreneuriat, on a toujours eu des points en commun, notamment sur le DJ, qui était notre premier truc. Ouais, c'est ça. Ça fait, si ma mémoire est bonne, on s'est rencontrés, je crois, en 2013, quelque chose comme ça, non ? Ouais, 2013-2014, je pense. Ouais, je crois que c'est... Alors, c'était même, je crois, plutôt en 2013. J'avais mis un post sur Facebook pour mixer dans une radio locale, et je crois que t'avais vu mon post et tu m'avais contacté par rapport à ça, il me semble. Ouais, ou par rapport à une boîte, ou peu importe. Mais c'était en tout cas au tout début grâce à la musique. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, par la suite, je sais plus ce que je parlais avant, donc la musique en premier, après l'entrepreneuriat, mais toujours cette idée de bosser pour soi et de faire ce qui nous plaît, quoi. Au final, ça va être le sujet les grandes lignes de ce podcast. Ouais, l'idée, alors on a un peu dressé un script un petit peu en avance pour savoir quelle question et quel sujet aborder, mais bon, on va pas passer à la conclusion tout de suite. L'idée, c'est vraiment un petit peu de dresser le parcours et différentes choses qui te sont arrivées et qui t'ont fait évoluer là-dedans. Donc, tu as dit au début de ton parcours professionnel que tu as testé pas mal de choses. Tu étais dans quoi, en fait ? Dans quel type t'étais dans quel domaine, en fait ? Alors, de base, j'étais chômeur. C'était bien, mais c'était assez ennuyeux. Effectivement. Après, maintenant, je kiffe le chômage puisque je peux être sur une activité Internet à côté. Mais j'ai testé pas mal de choses. Du coup, après le chômage, je suis parti dans l'animation. Donc, j'ai fait une formation d'animateur polyvalent
qui n'a pas fonctionné en fait, puisque je me suis barré au bout de 3 mois. Et puis après, du coup, j'ai été recruté donc, à l'école des DJ à l'UCPA, où du coup, tu étais aussi à travailler à l'UCPA et on se voyait tous les jours. Pour le coup, donc, on s'est rencontrés par rapport à la musique. Et après, tu étais, je sais plus ce que tu faisais à l'UCPA. Ouais, c'est ça en fait. L'anecdote est sympa. Moi, je suis rentré, donc on a fait la même école. Hein. On a fait l'UCPA, donc l'école des DJ, qui est aujourd'hui toujours d'ailleurs l'école de référence dans le domaine des DJ. Et moi, je suis rentré, je crois, dans la première session, et t'es rentré dans la 3e session, sachant qu'il y en a 2 par an. Donc en fait, tu es rentré dans l'école 1 an après moi. Et j'ai passé mon diplôme et j'ai eu l'opportunité de travailler dans les bureaux de l'UCPA pendant quelques mois. Et bien voilà, je t'avais accompagné, tu étais élève et moi j'étais, on va dire, dans le bureau, quoi. Donc je t'avais accompagné à ce moment-là. Tu étais formé par le grand Vincent. C'est ça, ouais, c'est ça. C'était d'ailleurs, alors pour la petite anecdote pour moi, hein, ce passage à l'école dans les bureaux, je pense m'a beaucoup aidé à petit à petit m'amener sur le chemin de l'entrepreneuriat sur Internet. Je pense que si j'étais pas passé par cette étape-là, j'aurais pas découvert tout ce qui était communication sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs-là. J'étais un petit peu familiarisé par rapport à ça avec l'école, mais j'ai vraiment mis, on va dire, le pied dedans grâce à cette expérience-là. Voilà pour le petit aparté. Je te laisse parler un petit peu de ton parcours à l'école alors. Moi, ce qui m'a fait rire avec l'école, c'est justement après, une fois que j'étais sorti, justement, ce fameux Vincent, une fois, j'avais fait une séquence mail, j'avais envoyé plein de centres de formation, et du coup, il avait attrapé mon mail, il m'avait appelé, il m'avait dit « Ah tiens, c'est toi et tout, ADS, l'agence digitale ». Je dis « Ouais ». Et du coup, après, il a vu que c'était moi, il a rapproché. Mais du coup, comme quoi, ça avait pris dans mon ancienne école de faire une séquence marketing d'email, pour le coup. Et c'était incroyable. Incroyable. Ouais, c'est ça. Ça nous a quand même donné un peu des bases. Cette école nous a donné des bases dans la communication, dans la gestion des réseaux sociaux, se faire connaître. Parce que, en fait, beaucoup de personnes qui entendent parler de DJ se disent juste, voilà, c'est quelqu'un qui va passer du son comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Un DJ, très souvent, il est autonome et il a beaucoup de choses à travailler. Que ce soit d'abord ses musiques, ses playlists, son mix, donc ce qu'il va faire, concrètement ce qu'il va créer. Il y a toute la partie aussi lumière, vidéo, et après, eh bien, il y a toute la partie solo, vraiment entrepreneuriale, où là, en fait, il y a la gestion des comptes, donc la comptabilité, la communication, la gestion de ses réseaux sociaux, se faire connaître, démarcher des boîtes de nuit pour aller y travailler, etc., etc. Et ça nous a vraiment mis dedans. Et comme tu l'as dit, tu es sorti de l'école et directement, tu as eu ces automatismes-là. Et ça a un peu étonné finalement les anciennes personnes qui travaillaient là-bas. Après, alors beaucoup de démarches, oui, mais après il y a 2 styles de DJ, le DJ qui va se prétendre guest et qui va vouloir être guest, et le DJ qui va un peu mixer dans toutes les boîtes, un peu le DJ passe-partout, un peu le DJ couteau suisse. Ouais, j'en connais des mecs comme ça, tu vois, un peu comme Butch ou des mecs comme ça qui vont mixer un peu partout, qui sont pseudo guest, mais qui se prennent pas la tête, qui vont aller mixer n'importe où pour 300, 400 balles. C'est déjà très bien, hein, pour une soirée de 7 heures, 400 balles. C'est ce qu'il faudrait prendre pour un DJ, entre 300 et 500 balles, de base. Sans vouloir trop. Moi, je me souviens, je disais, ouais, je voudrais des milliers d'euros pour mixer en guest. Même toi, je me souviens, on se disait qu'on allait demander énormément d'argent. C'est pareil, on en reviendra dans l'entrepreneuriat. Donc, quand j'ai commencé ma vision de l'entrepreneuriat et de ce que je voulais faire et ce que je voulais gagner, et aujourd'hui, ce qu'il en est, ça a totalement changé. Ouais, mais ce qui est, voilà, peu importe le type de DJ, il y avait quand même, tu vois, une part de communication. Il y a quand même ce besoin de se vendre finalement. Et ça, je pense que ça nous a quand même donné certaines bases qu'on n'avait pas avant. Enfin, moi, je vois bien la différence avant pré-école et après école, où c'est vrai qu'en sortant, t'es un peu livré à toi-même, quoi. Après, c'est ça. Après, on a touché tout ce qui était Photoshop, etc. Et moi, ça m'a lancé un coup dans la création de flyers et tout, puisque moi aussi, j'ai été directeur artistique dans une discothèque après. Et forcément, en termes de marketing, on a beaucoup appris, c'est clair. Donc,
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, toi, comme moi, finalement, on a eu cette décision-là, un petit peu à un moment donné. Comment ça s'est passé pour toi, le fait de se dire, je vais vivre de ma passion? Parce que finalement, bon, tu t'avais fait un BAFA, c'était ça, non? Dans Ouais. l'animation? Ouais, t'avais fait un BAFA, c'était pas trop ton truc, mais la musique, ça, c'était ton truc. Le fait de mixer, c'était vraiment un truc qui te plaisait. Comment enfin, ça s'est passé comment pour toi, le fait de dire maintenant, je vais vivre de ma passion? Ben, en fait, moi, à l'issue du CPA, d'ailleurs, je suis un des seuls à pas avoir eu son diplôme. D'ailleurs, je suis le seul dans ma classe. J'ai pas eu mon diplôme parce que j'étais un peu nonchalant, j'étais un peu procrastineur et tout. Et finalement, j'ai pas bossé autant que j'aurais dû bosser. Je repasserai le diplôme maintenant. Je pense que j'aurais mixé sur la Lune pour mon examen. J'aurais cherché un moyen de faire différent tout en montrant aux autres que voilà, mais j'aurais eu un process plus simple parce que je me souviens, tu étais là, je voulais faire du laser harp et tout. J'avais un projet qui était trop complexe. Et au final, qui m'a pénalisé et je cherchais toujours à l'époque à faire des trucs trop complexes, à aller dans des trucs super compliqués et tout, alors que le major de promo, il a mixé la Tech House où c'est super linéaire. Ouais. Et tout le long de la formation, au final, il a fait ça, il a mixé des trucs faciles sur les examens. Et puis au final, c'est ce qui a marché. Donc, mais il a ajouté une petite touche. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans le business ou dans la vie commune, c'est ce que je fais aujourd'hui. On parlera plus tard du coup de ce que je fais à l'heure actuelle. Ouais, on va en parler. Ouais. J'essaye d'aller loin. J'essaye de faire des trucs mieux que les autres, mais j'essaye aussi d'automatiser pour pas me prendre la tête. Et puis, mais j'avance dans tous les cas. Si je bloque, je laisse comme ça et je trouverai une solution plus tard. Donc, quand j'aurai décidé de faire ça, mais en tout cas, je ne reste pas bloqué à chercher des process de malade mental. Il y a ça juste un an, je me souviens quand je voulais lancer ma chaîne YouTube sur la santé bien-être. Je m'étais formé sur des trucs et tout. Au final, je passais pas à l'action, j'arrivais pas. De toute façon, YouTube, c'était pas mon truc. On en parlera plus tard. Et puis voilà. Mais la simplicité et puis pas se prendre la tête m'aurait peut-être permis d'avoir mon diplôme. Néanmoins, j'ai pas eu mon diplôme. Je me souviens encore à l'école des DJ, on me disait ouais, si t'es major de promo, tu vas aller au Club Med, dans le meilleur Club Med du monde. Celui qui a été dans le meilleur Club Med du monde, c'est pas celui qui a eu son diplôme, mais c'est moi qui a loupé mon diplôme. Ouais. Donc je sais pas, il y avait un livre, c'était attends, comment il s'appelle ce livre? C'était Estime-toi heureux d'avoir loupé tes études ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le livre. On n'a pas tous la chance de rater ses études. Voilà, c'est ça. Et ben c'est un peu ça. En gros, j'ai loupé mon truc et je pense que je suis même un de toute la formation de tous les. On était 23, je crois. Je pense que DJ à l'heure actuelle, il y en a que 4, 5 qui mixent encore pour des soirées et j'en fais partie puisque il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, je mixais pour le nouvel an, quoi. Ouais. Alors là c'est très intéressant. Hein. Je vais rebondir sur deux choses que tu as dit qui sont super intéressantes. Alors la première, je vais commencer par la deuxième que tu as dit. C'est par rapport au diplôme. Et c'est vrai que souvent on s'aperçoit que, même dans la plupart des cas, les personnes qui ont de bons résultats à l'école sont souvent d'excellents salariés, mais de très mauvais entrepreneurs. Puisque l'école est une école à créer des salariés qui restent un peu dans les cases, hein. Faut dire les choses. Mais voilà, souvent les personnes qui sont finalement, on va dire, peu engagées dans leurs études, peu engagées dans leurs résultats scolaires, eh bien c'est des personnes qui sont souvent créatives, qui ont beaucoup de motivation et qui travaillent dur et qui obtiennent des résultats assez importants. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un très haut niveau de réussite qui sont justement aussi dans cette case-là. Ça, c'est le premier point. Comme tu l'as dit, tu as été finalement un des seuls de toutes, même dans ma promo, je crois qu'il n'y en avait que 2 qui n'avaient pas réussi à obtenir le diplôme. Et finalement, parmi l'ensemble des personnes, tu es une des rares personnes qui ne l'a pas eu, mais qui pour autant derrière, tu as travaillé dans un des plus gros Club Med. Le Club Med, c'est un petit peu, alors je dirais pas le Graal de l'UCPA, mais c'est quand même, c'est quand même pas mal. Enfin, le Club Med, c'est quand même une bonne opportunité en tant que DJ. Ça permet à un DJ de mixer à l'international, de changer de club, c'est top, quoi.
Ouais, du coup, je te coupe par rapport à ça, mais le Club Med a fait un partenariat avec Plus C'est pas École des DJ où ils envoient des DJ en formation maintenant au Club Med. Ok. Ok, bah c'est intéressant. Et le deuxième point que tu as levé, c'était le premier, mais j'ai fait ça dans le désordre, c'est effectivement l'ambition que tu as. T'as malheureusement joué des tours. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est souvent, on le dit, la phrase est la suivante, il ne faut pas réinventer la roue. Lorsqu'on commence à se dire, je vais essayer de faire quelque chose qui est différent, bah très souvent on est dans le mauvais mood, on va dire, pour réussir. Et ça c'est pareil, on le retrouve assez souvent. Il faut pas chercher à réinventer la roue. Ce qui fonctionne. En fait, il faut souvent reprendre des choses qui fonctionnent déjà et légèrement les réadapter à sa manière, mais ça sert à rien de chercher un truc parfois trop complexe. Et ça, voilà, on peut aussi comparer ça vraiment à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Donc, pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc tu as fait l'école, tu as eu l'opportunité de travailler au Club Med, tu étais dans un des plus grands Club Med d'ailleurs, c'était où? C'était en Turquie, non? Ouais, j'ai fait la Turquie, après j'ai fait un an en Italie, et ça c'était encore mieux puisque j'ai fait la première partie de Bob Sinclair, etc. Ouais. C'était un Club Med de 5 Trident Exclusive Collection. Ouais. Et donc, ça commençait à peser, quoi, quand même. Ouais, Bob Sinclair, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'on a rencontré tous les deux, mais dans des contextes différents. C'est ça qui est assez marrant. Exact. Et ensuite, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait finalement? Tu as fait le Club Med et tu as décidé de te lancer sur Internet. Alors c'était en quelle année ça? Non, avant, il y a eu. En fait, j'ai arrêté le Club Med parce que j'en avais marre. Je voulais aller dans un Club Med et puis finalement, j'avais toujours ce truc où ça revient encore et on en parlera dans ma dernière expérience de salarié, où j'avais ce truc et en fait, je peux pas supporter en fait d'avoir quelqu'un sur mon dos et en plus encore avant avant de passer par mon développement spirituel, etc., j'étais encore plus con où finalement je supportais pas que quelqu'un me dise des choses, j'en faisais qu'à ma tête et tout. Maintenant j'ai un peu plus de résilience puisque j'ai travaillé sur moi sur pas mal de choses, mais finalement donc j'ai arrêté le Club Med et après je suis allé travailler chez Center Park avant de me lancer dans le business en ligne. Et chez Center Park, j'avais pas développé cet esprit, mais aujourd'hui, je travaillais donc chez Center Park et le business model de Center Park, au final, déjà, je vais évoquer pourquoi ça m'a saoulé. En fait, je suis arrivé donc en mai, j'ai fait la saison chez eux. En fait, j'étais photographe, donc on prenait des photos de gens dans la piscine, après on les imprimait, on les vendait, on faisait des clés USB, etc. Donc j'étais photographe et vendeur. Donc c'était cool. Arrivé au mois d'août, on fait le plus gros chiffre d'affaires de toute la boîte, de toute la boîte et tout. On est le 28 août, on a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. À savoir que sur 60 000 euros de chiffre d'affaires, il y a la location du petit local, il y a les ordinateurs et tout. Il doit y avoir 20 000 euros de charge. Et puis après, c'est du bénéfice. Donc 60 000 euros de charge, on est le 28 août et là la responsable elle vient sur le site et elle continue de mettre la pression, allez-y, machin. Attends, on a fait le plus gros chiffre d'affaires depuis que ça existe de tous les Center Park, puisqu'on est dans tous les Center Park. Et elle continue de mettre la pression et du coup moi ça m'a gonflé, je me suis mis en arrêt et puis je suis resté longtemps en arrêt. Ouais, c'est jamais assez. Hein. Souvent dans les entreprises, de toute façon, tu es challengé, mais il n'y a jamais de limite. Hein. Une fois que tu as atteint. Ouais, mais elle gagne rien en plus, tu vois. C'est là où aujourd'hui, en fait, je me dis, t'achètes un appareil photo, t'achètes une petite imprimante, t'investis 1000 balles, et tu vas le faire toi, tu vois. Je sais pas pourquoi elle se pose pas la question. Elle fait brasser, puisqu'elle est responsable sur toute la France, donc il y en a 7 ou 8, donc elle fait brasser 300 ou 400 000 euros. Comment dans sa tête elle pense pas? Ouais. Merde, je vais donner 60 000 euros à un mec et moi elle touche peut-être 5 000 euros par mois, mais elle fait brasser des centaines de milliers d'euros. Comment tu peux t'arrêter là-dessus en fait?
Ouais, en fait, oui. Je pense que beaucoup ne se posent pas la question que tu te poses. Moi, je sais que toi, comme toi, je me pose la même question. Effectivement, si j'étais dans une entreprise et que je permettais à cette entreprise de gagner, d'exploser son chiffre d'affaires, je m'attendrais derrière à avoir une certaine retombée économique, puisque j'aurais dépassé les résultats attendus. Mais je pense que c'est pas tout le monde n'a pas cette réflexion-là, si tu veux. Beaucoup de personnes se disent voilà, mon travail c'est de faire ça. Je vais faire au mieux sans forcément derrière attendre une récompense plus importante. Ouais, c'est ça. Et après, c'était pas flagrant pour moi non plus à l'époque. Tu vois, à l'époque, je pensais pas du tout comme ça, contrairement à aujourd'hui. Ouais. Donc tu as fait ça. Alors tu as travaillé à Center Park et après voilà, tu t'es dit allez, j'arrête et je vais me lancer sur Internet. Donc ça va être une partie intéressante. Alors on est à quelle année à ce moment? On est quoi en 2019, non? Ouais, 2019. J'ai fait le CP1. Ouais, 2019, mi-2019, je pense. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a pris à ce moment-là? Le truc basique. Je me suis dit, je sais pas, j'ai un pote à moi, un mec que je connais bien, il m'a dit, vas-y, lance-toi sur Internet, fais des vidéos YouTube, ou je sais plus, c'était l'époque du dropshipping, donc c'est bien sûr toi qui m'a dit, vas-y, fais du business en ligne, machin, on parlait déjà de tes chiffres et tout. Ouais. Et du coup, moi, j'ai lancé du dropshipping, donc j'ai fait une boutique en drop. Je vendais des brosses à dents et des coussins pour anti-stress. C'était à l'époque les coussins là, c'était la hype. Ah ouais, je vois, ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le dropshipping? Mais je sais plus finalement. Le dropshipping, c'était beaucoup de dépenses de pub, etc. Ça, on est en octobre, il me semble. Donc ouais, c'était beaucoup de dépenses, beaucoup de. Je testais un peu le business en ligne finalement. Ouais, donc, ouais. Et puis en plus, fin 2019, c'est vrai qu'il y avait commencé à y avoir un ralentissement au niveau du dropshipping, on va dire à l'ancienne, entre guillemets, avec le SIA, donc la publicité payante. Moi, j'ai découvert le dropshipping en 2017. J'ai commencé à créer des boutiques en 2018 ou fin 2017, je sais plus. Je crois que fin 2017, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était assez facile. Enfin, commencer le dropshipping en 2016-2017, c'était clairement l'autoroute. Enfin, c'était pas connu, enfin finalement très très peu connu. Personne connaissait le terme dropshipping. On pouvait facilement créer une boutique. Shopify, voilà, c'était pas très connu, tout ça. Et en plus de ça, la publicité à ce moment-là était intéressante. On pouvait mettre que 5 € par jour et comme ça drainer des dizaines et des centaines de vues sur notre page de produits. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Mais après voilà, ça s'est un petit peu enrayé. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à faire du dropshipping, beaucoup trop. Ça a créé vraiment une concurrence de dingue. Il y a eu énormément d'arnaques aussi autour de ça, que ce soit du côté des formateurs en dropshipping, il y a eu énormément d'arnaques là-dessus, et aussi au niveau des personnes qui faisaient du dropshipping, il y en a plein qui n'envoyaient pas les produits. Donc ça ternit la réputation du drop, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué depuis 2020, 2021 de faire du drop. Aujourd'hui, on n'en entend quasiment plus parler. Et voilà. Je suis pas d'accord. En e-commerce, il y en a encore. Alors en e-commerce, en dropshipping, c'est un peu plus compliqué quand même. Moi, je me suis beaucoup intéressé au dropshipping avec le SEO. Ça, tu t'en parleras, je pense, tout à l'heure. Il y a encore des choses à faire, mais je parlais vraiment du dropshipping classique, tu vois, avec le SIA derrière. Faire une boutique généraliste, par exemple, tu vois, c'est quelque chose aujourd'hui qui ne marcherait pas du tout, quoi. Non, maintenant, on en parlera tout à l'heure sur le SEO, mais il faut faire une boutique de niche, tu target à mort, et puis voilà. Tu vas chercher les clients. C'est ça. Donc après cette partie SEO, cette partie dropshipping, ça m'a gonflé. Je sais plus on est quand là après. Alors là tu me dis fin 2019, on approche de la période Covid là, je pense. Ouais, et juste avant, il y a eu une autre activité pour moi. D'abord, il y a eu le fait que toi, tu m'as dit lance-toi sur YouTube et tout, et c'était déjà pas ça à l'époque. Et on en reviendra après sur la partie YouTube, où je l'ai fait, où j'ai voulu me relancer après dernièrement, mais qu'au final, c'était pas pour moi, et que aujourd'hui, j'ai trouvé exactement ce qui me convenait, quoi. Donc après, il y a eu, j'ai acheté une formation de marketing digital. Ça, on arrive, du coup, là, c'était peut-être un an plus tard, je sais plus. Avant le Covid, c'était le marketing digital. Oh, je crois que c'était fin 2019, début 2020, juste avant le Covid. Je crois que tu m'en parlais à ce moment-là. Tout à fait, parce qu'après, il y a eu le Content France pendant le Covid.
Ouais. Donc, ouais, cette partie marketing digital, j'achète une grosse formation à 2 000 €. Une formation que j'ai pas rentabilisée, et qui m'a donné des compétences, des connaissances. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai toujours accès, je dois encore l'avoir, mais ça me servira forcément, peut-être dans l'avenir, en évoquant des projets qu'on a en commun, là, qu'on parlait la dernière fois. Peut-être que ça pourra me resservir mais non, j'aurais pas la même approche. Le marketing digital, c'était cool, mais c'était encore une fois, ouais, tu vas faire 10 cas par mois, mais par contre, tu dois faire je sais pas combien de calls par jour, tu dois faire je sais pas combien de rendez-vous. Les gens, tu vas leur faire des campagnes de pub, ils comprennent rien et c'est relou. Et moi, tout ce qui est relou aujourd'hui, je veux plus le faire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un truc. Bon, il y a des trucs relous dans ce que je fais aujourd'hui, mais ça me plaît en fait. Donc, ouais. Alors, tu soulèves une fois de plus 2 points. Je suis obligé de t'arrêter là-dessus et de revenir là-dessus parce que c'est super intéressant pour évidemment nos auditeurs qui vont écouter ce podcast. Alors, faire les trucs relous. Alors ça, c'est pareil. Je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, avec Internet, on a clairement la possibilité de faire des choses qui sont ultra efficientes. Moi, par exemple, je sais qu'avec YouTube, c'est quelque chose que j'ai développé assez rapidement. C'est que j'ai des vidéos aujourd'hui qui me prennent pas beaucoup de temps à faire, mais qui me rapportent des centaines, voire des milliers d'euros. Et ça, c'est quelque chose d'ultra efficient. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à passer 8 heures par jour à faire des calls ? Bah, franchement, non. Tu vois. Moi, je préfère gagner moins, mais rentabiliser beaucoup plus mon temps que de chercher à faire des calls dans tous les sens. Donc ça, c'est un point que tu as évoqué et je te rejoins totalement là-dessus. Et moi, ce qui me dérangeait aussi avec la formation, sans rentrer trop dans les détails de la formation que tu avais suivie sur le marketing digital, sans citer de nom ou quoi que ce soit, peu importe. Mais moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait avec ça, c'est le côté high ticket. Tu vois. Moi, perso, ça m'a vite bloqué. J'avais un peu regardé la formation. Je crois que tu m'avais envoyé les liens et tout ça. Et concrètement, voilà, dans cette formation, on disait, tu débutes en marketing, voilà, tu vas trouver un client et tu vas lui facturer un site internet 10 000 €. Voilà. Non, c'était 2000. Aujourd'hui, un site, tu le fais pour 500 balles, t'es bien. Avec les automatismes qu'on a pris, et puis un site de 3 pages, un site vitrine, tu le fais en 2 heures. 500 balles 2 heures, ça va. Voilà, sauf que dans la formation, tu faisais un site en 2 heures, mais tu essayais de le vendre 5 ou 10 000 € avec du gros marketing derrière. Ouais, non, je savais pas faire de site à l'époque, et justement, je cherchais des gens pour me faire des sites et tout, et je me prenais trop la tête. Mais j'avais failli faire un bon coup, mais au final, finalement, ça aurait peut-être pas été un bon coup. Ça aurait pu me lancer, je sais pas, puisque j'avais fait un partenariat avec un mec qui avait une centrale d'appel en Tunisie. Donc, j'étais allé passer une semaine en Tunisie, nourri, logé, le mec qui m'avait tout payé. C'était vraiment bien. Et après, finalement, plus de nouvelles. Mais non, il voulait que je gère des campagnes d'ads pour récupérer du lead, etc. Maintenant, il y a des techniques tellement plus efficientes que faire ça. Mais bon, bref, j'ai failli toucher ça, et peut-être que ça m'aurait rapporté de l'argent, mais j'avais pas l'esprit aujourd'hui business, puisque je débutais, donc j'étais un peu fou, j'écoutais des formateurs. Maintenant, j'en ai tellement écouté que je me suis mis ma propre idée. Ouais. Et j'ai moi-même l'esprit business, je sais où aller, quoi faire, où rebondir. Donc, si toutefois je devais monter un business, maintenant, c'est plus les gens qui me proposent, c'est moi qui leur dis on peut faire comme ça, si tu as envie. Et puis voilà. Oui, c'est ça. Et surtout, une grande qualité que tu as dans l'entrepreneuriat que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est le passage à l'action. Tu as toujours été, t'as toujours eu la volonté de passer à l'action. Dès qu'il y a une opportunité ou quelque chose, derrière, tu vas te dire, j'y vais, quoi. Passer à l'action réellement, j'ai parfois galéré. Je suis pas passé à chaque fois à l'action. J'ai un peu, par exemple, sur la santé et le bien-être, chose que j'aime bien. Mais j'ai fait une vidéo, mais parce que ça me correspondait pas. Mais on en parlera après. Ouais, on va en parler après. Donc, tu as eu ce passage-là, donc au niveau de l'agence, un peu digital marketing, tout ça, et tu as découvert Amazon KDP, Amazon Merch, tout ça. Donc, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire. Et même après, parler peut-être un petit peu des tracas que tu as pu avoir avec Amazon Merch un peu plus récemment. Là, c'était il y a quoi, il y a un an? Ouais, Amazon, je les déteste, mais je continue de travailler pour eux. On en parlera plus tard. Alors, ensuite, j'ai découvert Amazon KDP. Donc, Amazon KDP, c'est la création de livres, et tu les vends sur Amazon, sur la plateforme d'Amazon.
Amazon KDP. Après, ils sont en vente sur Amazon. Donc, tu touches des royalties sur chaque livre. Nous, ce qu'on faisait, c'était des carnets, par exemple, des carnets de pêche, des carnets de chasse, des carnets de coloriage, des carnets pour suivre les crypto-monnaies, etc. Donc, c'était du low content. Ouais, donc je te coupe juste un instant là-dessus. Donc en fait, c'était des carnets quasiment vierges, en fait, avec juste des lignes, des trucs à remplir. En fait, il n'y avait pas de contenu écrit, c'était pas un livre qui était rédigé. C'était des modèles, en fait, de pages. C'est ça, des modèles un peu vides, en fait, quoi. C'est ça, carrément. C'était des modèles de pages, c'était des trucs super faciles à faire sur Canva. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore une fois, tu vois, aujourd'hui, je me dis, j'ai scalé, mais j'aurais pu chercher un process pour moins me prendre la tête. Peut-être, ouais. J'en ai trouvé, mais ouais, c'était ça. C'était des trucs potentiellement assez faciles à faire. Et puis, tu les mettais sur Amazon, tu le vendais 7,90 €, tu touchais 1,20 € dessus, quoi. Mais si tu en vendais 10, bah, ça te faisait 12 €. Et si tu en vendais 20, 30, 40, 100 par mois, bah, ça montait assez rapidement. Et l'avantage que tu avais à ça, finalement, c'est que tu bénéficiais de toute la puissance du trafic d'Amazon. Donc, voilà, on va parler après de trafic, tout ça. Mais voilà, le point positif, c'est que tu bénéficies donc de la puissance d'Amazon. Mais le point négatif, mais c'est à la fois, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le point négatif, c'est que, en quelque sorte, tu travailles pour Amazon. Donc, le jour où Amazon ne veut plus de toi, bah, en fait, ils ont juste à te dégager, quoi. Ouais, ils l'ont fait. On en parlera après. Mais, et après, à savoir aussi que c'est un truc passif parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je touche plus à mon compte Amazon KDP. Je touche entre 20 et 60 € par mois en revenu passif. Je fais rien du tout. Ouais. Moi, j'ai fait 80 € sur le mois de décembre, je crois. Donc, vraiment, ça, c'est une muse. Quand on parle de muse, tu vas pouvoir évoquer le sujet, qu'est-ce qu'une muse, etc. D'ailleurs, je recherchais l'autre fois sur Internet, parce que je m'en souvenais plus, mais pourtant, j'ai lu le livre. C'est une muse qui est assez rentable, finalement, parce que ça fait peut-être 100, 150 € par an, mais c'est totalement passif. Ah bah là pour le coup ouais, t'as même pas t'as rien à faire en fait quoi. Ça tombe tout seul donc c'est sympa, c'est toujours sympa d'avoir des sources de revenus comme ça qui tombent sans que tu saches même pas réellement d'où ça tombe quoi. C'est ça. Donc alors tu t'es mis là-dedans, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on avait fait, c'était plus pareil un peu une interview donc sur ma chaîne YouTube d'ailleurs que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Et voilà, tu as continué là-dedans. Tu avais travaillé en plus avec un associé, je crois, pour la première fois. Ouais, c'est ça. Alors, il y avait le marketing. En fait, là, pour le coup, j'ai lancé une chaîne YouTube solo. YouTube, c'est pas mon truc de base. Et toi, tu m'as toujours poussé à aller sur YouTube. J'ai toujours essayé. Mais ouais, pour le potentiel, ouais. Moi, j'adore YouTube aussi. Moi, je suis pas fan. Donc, j'ai essayé. Donc là, je me suis lancé sur YouTube. Et finalement, j'ai trouvé un mec qui avait une boutique, lui, Shopify, sur le thème. Donc, je l'ai contacté. Moi, j'avais un groupe Facebook, il avait un groupe Facebook, je l'ai contacté et tout. Au début, il me dit qu'est-ce que tu veux ? Il pensait que je voulais un peu l'emboucaner, l'embêter avec son business et tout. Et finalement, on a fini associés. Donc on a lancé cette chaîne qui est toujours en ligne si vous voulez vous lancer sur Amazon KDP. Elle a changé de nom puisque je voulais lancer une chaîne sur la crypto, mais je l'ai pas lancée finalement puisque vraiment YouTube c'est pas mon truc. Même si aujourd'hui cette chaîne on pourrait l'automatiser à 100% et y passer même pas 4 heures par mois, franchement. Ouais, je pense que je te coupe là-dessus, mais je pense qu'avec les connaissances, c'est le dernier point qu'on va aborder dans ce podcast concernant tes projets. Je pense que il y a moyen d'en faire un truc. Tu vois, de revenir un peu sur la base de la chaîne et de référencer un peu mieux les vidéos. Ouais, à voir. À voir. Et du coup, ensuite, on a lancé un produit qui nous a rapporté 20 ou 30K, je crois, sur 2 ans et demi. Donc, chaîne YouTube qui nous a aussi rapporté de l'argent, notre produit, notre boutique où on vendait des intérieurs. Du coup, c'était des intérieurs préconstruits que les gens pouvaient uploader directement. À savoir que pour publier sur Amazon KDP, il faut un intérieur, donc par exemple des dessins, des coloriages ou un template avec des lignes à remplir pour que les gens les remplissent et une couverture. Donc nous, on vendait les intérieurs, ils avaient juste les couvertures à faire. Et après, on avait notre produit, c'était Niche Express. Donc nous, on allait chercher les niches. C'est moi qui m'occupais de ça. J'adorais. J'allais chercher une niche sur Amazon, un peu concurrentielle et tout.
Et après, du coup, on cherchait les mots-clés. Donc, encore une fois, c'est moi qui cherchais les mots-clés puisque je kiffais ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le truc que je kiffe. Ouais, clairement. Ouais. Et après, en fait, eh bien, Flo, il faisait les intérieurs. Et puis derrière, on vendait ça à 19 € par mois. C'était un produit par abonnement. Et puis, donc, on le faisait une fois. Ça prenait énormément de temps. Mais on le faisait une fois. Et puis, on le vendait. Ça nous faisait 5 ou 600 € par mois. On avait une trentaine d'abonnés. Voilà. Ouais, non mais super, hein. Je me rappelle de Niche Express, hein. J'avais d'ailleurs découvert ton produit et non, c'était super intéressant. Alors déjà le système à abonnement, je pense que je ferai d'ailleurs un podcast dédié à ça, mais c'est clairement pour moi quelque chose auquel je crois en 2023. Donc déjà à l'époque c'était intéressant et en plus le fait comme ça, pour quelqu'un qui veut faire du KDP, justement, le fait de payer 20 € par mois, mais derrière d'avoir accès à des niches qui vont fonctionner actuellement, bah c'était top. En fait, c'est vraiment fournir en fait de l'essence au moteur, quoi. Mais les niches, elles fonctionnent encore. Moi, les 40 € que je gagne entre 20 et 80 € par mois, c'est que des niches de Niche Express, en fait. Ouais, en plus, ouais. Donc, il y avait beaucoup de valeur. Et ça, tu faisais quelque chose, t'en reparleras après, mais tu faisais quelque chose que t'aimes beaucoup faire, quoi. C'est-à-dire la recherche de mots-clés, analyser ce qui fonctionne, etc., etc. Carrément. Donc, de quoi? Il s'ensuit que... Oui, tu veux continuer de parler de KDP ou... Non, bah écoute, après, est-ce que tu veux parler de merch? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Amazon Merch? Après, il y a eu, du coup, on va finir sur KDP. On a décidé d'arrêter, donc on s'est passé par RD, du coup, avec mon associé, c'est Flo, et aujourd'hui, on a toujours l'idée de lancer un business ensemble. Lui, il fait pas mal de trucs. Lui, il est totalement dépendant. Lui, il a gagné énormément d'argent sur Amazon et il s'est fait, lui aussi d'ailleurs, on va parler de ça, que moi j'étais sur Merch, j'ai gagné beaucoup d'argent, je me suis fait bloquer mon compte, mais Flo, il a gagné encore beaucoup plus d'argent sur Amazon KDP, il s'est fait supprimer son compte aussi. Ouais, parce que en fait, la frontière, je pense, hein, tu vas me dire si je me trompe, parce que je suis pas un gros expert d'Amazon KDP, mais la frontière entre ce que Amazon accepte et ce que Amazon n'accepte pas est très, très fine, c'est ça? En fait, ils choisissent ce qu'ils ont envie. Pour Flo, on va faire une petite aparté sur Flo. Pourquoi il s'est fait supprimer son compte? C'est parce qu'en fait, il prenait ses livres à lui et il les mettait en dropshipping sur eBay. Et du coup, il prenait le livre et après, il l'envoyait d'Amazon. Ça leur rapportait de l'argent finalement, mais ils l'ont bloqué. C'est en dehors des chartes, de la charte d'Amazon sûrement. Ça serait peut-être comme faire de la sous-location en quelque sorte. Ouais, savoir que Flo, c'était sur des chiffres entre 1000 et 2500 € lui par mois en récurrent. Vraiment. Ouais, donc compte banni d'Amazon KDP. Et quand tu travailles, je pense, des mois, des années sur un compte Amazon KDP où tu as réussi à te faire, je pense, une certaine réputation, que tu as pas mal d'avis et tout ça, le jour où tu vois ton compte sauter, je pense que ça te refroidit pas mal d'Amazon. Ouais. Après, ça le refroidit, mais lui, il fait du Amazon FBA, donc derrière, il continue quand même. Mais il a un bon mindset, puisque finalement, sur Amazon FBA, il a un compte société, donc il aurait pu reprendre ses livres et les republier. Finalement, il n'a pas fait. Il a dit c'est bon, je laisse tomber, ils m'ont bloqué, j'arrête. Ouais. Et donc après, tu as tenté l'aventure de Merch. Alors, c'est quoi Merch? Alors, Merch, c'est exactement pareil que Amazon KDP, sauf que c'est des t-shirts, des pop sockets, des débardeurs, des pulls à capuche, etc. Donc là, il fallait juste créer des designs et les référencer, les mettre. Donc, encore une fois, chercher des niches et puis derrière, créer un design. Donc moi, les designs, j'aimais bien les faire puisque je préférais faire ça que des trucs chiants, encore une fois, les intérieurs où c'était un peu plus relou, etc. Donc j'ai trouvé une niche, j'ai commencé à faire des designs, donc ma niche elle était cool. Sauf que c'était une niche qui était trademark, donc je faisais trademark oui et non. Finalement, encore une fois, on ne sait pas si Amazon encore prend la limite ou pas. Ça faisait 3 ou 4 mois que ça marchait, c'était Noël, j'avais gagné 4 ou 5 000 €, je crois. Je me suis fait bloquer mon compte, Amazon a gardé tout de l'argent. Ouais, je me rappelle de cette histoire. C'était
C'était dingue. En fait, tu voyais ton compte Amazon Merch grossir. Tu t'es dit, voilà, quand la paye va tomber, ça va être top. Et au final, en fait, le truc a été bloqué. Vraiment, j'avais un gros plan d'action pour scaler ça. Je m'étais dit que j'avais déjà recruté des designers au Bangladesh, en Inde et tout. Et les mecs, ils faisaient des designs incroyables. J'allais scaler le truc de ouf. Et c'était la première fois que, du coup, je me disais, ouais, j'ai vraiment, vraiment percé parce qu'avant, c'était 50, 100 euros, etc. Je me disais, là, on a dépassé les 1000 euros, j'ai percé, quoi. Ouais. Et du coup, je me disais que j'allais scaler ce business. Et finalement, je me suis fait bloquer mon compte. Donc, pour un trademark, soi-disant, en fait, en gros, moi, ce que je faisais, je prenais les citations de Kaamelott et je les mettais sur des t-shirts. Et c'était quand le film est sorti et tout, donc c'était méga populaire. Ouais. Et finalement, apparemment, les citations de Kaamelott sont pas libres de droit, t'as pas le droit de les utiliser, etc. Donc, ils m'ont fermé mon compte. Ouais. Même si j'utilisais pas le mot Kaamelott, juste les citations. Hein. Ouais. Mais les citations, apparemment, faut pas les utiliser. Donc, clôture du compte Amazon Merch et retour, on va dire, à la case départ, finalement. PLS, voilà, et c'est là où je pense que tu as connu un petit peu ta traversée du désert. Donc après, tu savais pas réellement quel projet entrepreneurial lancer, et puis après, tu as repris un travail. Est-ce que tu veux parler un petit peu de cette période-là? Alors, c'était pas tout de suite, hein, je sais plus c'est quand que je me suis fait supprimer Merch, non, ça... Ouais, je sais plus trop. C'était pas début 2021, non? Ouais, mais le travail, je l'ai repris 2022. Ouais, c'était début 2022. Ouais. C'était début 2021. Je sais plus. Après mon déménagement, là, je décide de lancer une chaîne sur la santé et le bien-être avant. Santé bien-être, on continue Amazon KDP, on continue le Content France un petit peu. Santé bien-être, ça me saoule de faire des vidéos, encore une fois, j'arrive pas à parler face cam, je me forme sur comment avoir l'addiction, etc. Mais finalement, je lâche l'affaire. Et après ça, je sais pas ce que j'ai fait, mais je pense pas que j'ai arrêté finalement. Qu'est-ce que j'ai fait entre santé bien-être? Non, je me suis mis à fond dans le sport et je faisais plus trop des choses. Ouais, t'avais atteint un bon niveau d'ailleurs en course à pied. Hein. C'est vrai que t'étais vraiment au top à ce moment-là. Hein. Je me rappelle, c'était top, ouais. Mais finalement, j'ai un trou. Je sais plus ce que je faisais avant de retourner dans le salariat. Quel projet j'avais. Pour moi, c'était quand t'étais dans la santé, hein, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était ça. Hein. T'étais dans le projet de santé et puis finalement, après. Tu as eu cette opportunité au niveau du travail et voilà, si tu veux après en parler. J'ai fait du MLM aussi. Alors c'était quand ça le MLM? Ça c'était il y a j'irais dire il y a 2 ans aussi, avant de lancer ma chaîne Santé Bien-être. Oui, c'est vrai, au début, ouais. Après l'histoire de Merch, je crois. Ouais. Et finalement, ça a été, avant que je reprenne le salariat, ça a été une année. Ça a été une grosse année. Mais il y avait toujours le Content France finalement. Toujours le Content France, mais c'était une année assez très très peu productive. Ouais, mais, assez mouvementée, ouais. Je pense que dans la phase entrepreneuriale, il y a un moment donné où tu stagnes. Ouais, si je peux faire un aparté là-dessus, effectivement, entreprendre, c'est clairement, c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein. Alors tu vas avoir des pics, tu vas avoir des pics dans l'autre sens, et tu vas passer par tout un tas d'émotions et moi, enfin voilà, personnellement, je suis passé de tout à rien, et ça a été aussi parfois assez compliqué. D'ailleurs, c'est assez corrélé au moment où je fais plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Hein. On pourrait faire la comparaison avec ça. J'ai aussi lancé des projets qui n'ont pas fonctionné pour diverses raisons. J'avais d'ailleurs évoqué ça dans un podcast. Voilà, de m'associer avec quelqu'un qui n'était pas engagé dans le projet. Voilà, tout un tas de choses. Donc c'est clairement compliqué. Et toi, finalement, voilà, t'avais bien réussi sur KDP. Le compte clôturé, tu avais des super résultats sur Merch, tu t'attendais de recevoir une somme d'argent assez conséquente. Finalement, ton compte a été supprimé aussi. Après, tu savais plus trop où aller. Finalement, tu t'es rendu compte que la vidéo, c'était pas ton truc, donc tu as arrêté. Donc, c'est pas évident. Et finalement,
qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là pour reprendre un travail? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, ça a été la galère de thunes, hein, finalement. Ouais, c'était un peu, j'étais un peu pris à la gorge un peu pris à la gorge. Et puis, ouais, j'en avais marre, j'avais envie de faire quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, ça a été, je retourne déjà, il y a un manque d'argent, et puis je retourne travailler, et puis j'avais envie de me lancer un challenge. C'était, pour le coup, de retourner dans l'animation et d'être responsable d'animation. Ouais. Du coup, j'ai envoyé des CV, j'ai été recruté. Après, je suis pas allé travailler pour le SMIC, c'est clair et net. Je suis allé travailler pour un bon salaire, donc j'étais à 1800 € et j'étais nourri logé. Oui, donc si tu retires, c'est vrai que bon, voilà, c'est un bon salaire. Le fait d'être logé, nourri, finalement, c'est que de l'argent de poche, on pourrait dire. Donc finalement, si tu devais payer ton loyer, tout, enfin, tu serais payé beaucoup plus, hein, théoriquement. De là, c'était cool. J'ai gagné pas mal de thunes. J'ai pas mal claqué aussi. J'ai beaucoup profité. J'ai acheté pas mal de choses. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai réglé des dettes, etc. C'était cool, après j'ai signé un CDI, chose que j'aurais pas dû faire finalement, on en parlera après, puisqu'en fait je suis arrivé dans cette saison dans l'euphorie, je suis arrivé au mois de mai, donc il y a eu l'euphorie un peu, t'es responsable d'animation, faut que tu aies ton job, j'ai fait super bien mon job, j'ai tout réussi et tout. Après il y a eu septembre, octobre où il y avait encore pas mal de boulot, donc j'ai pas pu me retomber. Et après, il y a eu novembre où j'ai acheté une formation sur un sujet qui me plaisait. Ce sera après, on le met en haleine depuis le début. Mais ouais, t'auras beaucoup de choses à dire sur ça. J'ai acheté cette formation. Après, on a changé de direction, un directeur qui était complètement teubé. Il y a eu après le fait d'être en CDI. Alors, normalement, en CDI, t'es plus logé, nourri. Moi, j'ai réussi à gratter pour 6 mois de plus en donnant mes heures sup, donc pour 200 heures sup, je crois, pour 6 mois de plus. Donc, ça m'aurait permis de mettre de côté et tout. Après, il y a eu ce retour à la réalité où je bosse, j'ai pas le temps de lancer mes business. Et pourtant, c'est un truc qui me plaît, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, ok, je bosse que 7 heures, mais derrière, c'est de 9h à 12h et de 13h à 17h. Après, soit je bosse de 17h à 19h et au final, je prends pas de temps pour moi par rapport à moi, j'aime bien le soir être posé, faire de la méditation, être tranquille et tout. Ou soit le matin, je suis obligé de me lever à 5h pour réussir à bosser sur mes business. Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à essayer et puis après à pas pouvoir, parce que quand tu passes une journée de 7 heures au boulot, c'est pas comme si tu passais une journée de 7 heures sur tes business. Une journée de 7 heures sur tes business, t'es cool. Une journée de 7 heures au boulot, bah, t'as des comptes à rendre, t'as quelqu'un qui va te demander des choses. Donc le soir, t'as même pas forcément envie de bosser. Je préfère aller me promener avec mon petit chien et puis après me poser et puis voilà, quoi. Et le matin, bah, ça me faisait me lever trop tôt et j'y arrivais pas. Et en dehors de ça, moi qui avais pris un bon niveau de sport, dans tout ça, j'arrive pas à caler 1 heure de sport non plus. Ou alors, faut que je me lève à 3h du mat, tu vois. Donc, il y en a qui peuvent le faire, mais et moi aussi, hein, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, rituel matinal et tout. Finalement, aujourd'hui, je veux plus. Mais je vais adapter ma vie. On pourra l'évoquer plus tard. Je vais adapter ma vie pour ne pas me mettre trop de contraintes et en même temps avancer sur mes trucs. Donc, avec tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai vu et tout, aujourd'hui, je suis capable d'avoir ce truc et on évoquera tout ça tout à l'heure, en tout cas. Ouais, on va évoquer tout ça. Donc, effectivement, en fait, tu étais coincé entre ce que tu devais faire, donc ton travail, et à côté, ton envie d'entreprendre, ton besoin d'entreprendre. Et c'est vrai que tu m'en parlais à chaque fois, j'avais ça comme idée, j'ai ça. Et en fait, tu te retrouves à avoir plein d'idées, à avoir des projets, de l'ambition, mais tu te retrouves pieds et mains liés parce que tu as ton travail. Et ça, alors, je vois beaucoup d'entrepreneurs parfois ou un peu tout ce qui est coach en dev perso et tout ça, dire voilà, bah, vous avez un travail, bah, lancez votre business, travaillez à côté. Sur ça, je suis d'accord. Sur ce qu'ils disent, oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais dans les faits, combiner les deux, bah, c'est pas à la portée de tout le monde. Quand tu rentres de ta journée de travail à 18h, que tu es complètement rincé, te poser même 1 heure mentalement sur un business qui demande quand même un haut taux de concentration, un haut niveau de focus, bah, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est parfois assez compliqué. Et forcément, à côté, tu as tout ce qui est intendance à gérer.
t'as toujours tes courses à faire, tout ça. Donc non, t'étais clairement, on va dire, un peu coincé là-dedans, quoi. Après, j'aurais pu le faire si je commençais à 13h ou 14h, tu vois. Genre, tu te lèves à 8h, tu bosses 4 heures, après tu fais 2 heures de sport. J'aurais pu le faire dans ce schéma-là, mais là, tout de suite, en fait, on me demande plutôt d'avoir des horaires de bureau, puisque en fait, sinon, les autres, ils vont me dire, là, on est en période creuse, et du coup, si t'es pas là dans les horaires de bureau, ils vont me dire, quand tout le monde part à 17h, toi, t'es là à rien faire, alors qu'au final, t'as du boulot et que tu fais ton boulot, tu vois. Mais socialement, ils peuvent pas comprendre, les autres, finalement, que je vais venir à 14h, c'est parce que le matin, j'ai envie de bosser pour moi, et puis après, quand toi, tu pars à 17h, t'inquiète, je vais faire mon taf quand même, tu vois. Ouais. C'est ça, aussi. Donc, pris un peu par tes envies, en fait, ton ambition, qu'est-ce qui s'est passé alors par rapport à ton boulot et qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, je pense que c'est le moment un petit peu. Je pense que les gens veulent savoir quel est ton projet maintenant. Vas-y. Eh bien, à la suite de tout ça, j'ai eu un enfant aussi début d'année. Oui, c'est important, ouais. J'ai eu un enfant fin d'année, donc ça commence à faire des choses, à savoir que là, je travaillais à 400 km du bébé et 3 heures et demie de route. Que j'ai changé aussi mes heures sup contre 6 mois de plus, mais la date elle est fatidique et le 1er avril, le 1er mai, je dois déménager, sachant que je travaille sur l'île de Ré, c'est en Charente-Maritime, mes loyers, pour avoir un truc qui est bien pour moi tout seul, j'en ai pour 1 000 €, donc un T2 pour que je puisse avoir un bureau, etc. Et si je prends un appartement pour moi tout seul, ma compagne, elle peut pas venir et du coup, ça reste le bébé à 3 heures de route et tout, et c'est super compliqué. Finalement, je pensais que ça serait facile. Ouais, je te coupe juste là-dessus parce que moi, ça c'est un truc. Alors, j'ai pas d'enfant encore, hein, peut-être que j'en aurai un jour, mais finalement, je crois que je t'avais posé cette question. Je t'avais dit, mais est-ce que tu te rends compte du prix à payer? Tu vois, le prix à payer, finalement, tu vas travailler, tu gagnes de l'argent, c'est ça, mais tu es à 300 km de ton enfant. Tu vois, c'est le prix à payer. Enfin, moi, je sais pas, mais pour accepter ça, il faudrait, même pour 10 000 € par mois, je refuserais ça, tu vois. Ouais, et puis finalement, le prix à payer, il est super cher, puisque si je veux qu'ils viennent tous, donc c'est une maison à 1 500 €, et puis après, là, on est totalement race. Et ça, j'ai pas envie d'y aller. Quitte à, est-ce qu'il me reste 100 € par mois pour vivre, je préfère me bouger le cul, limite être au RSA, et puis me bouger le cul pour développer un salaire, et puis enlever ce RSA, parce que je ne veux pas vivre du RSA, c'est pas mon ambition. Mais au pire des cas, je sais pas, même sans parler du RSA, me bouger le cul pour gagner 600 ou 700 € sur Internet, chose qui est plausible très très bientôt. Ouais, largement. Aujourd'hui, j'ai déjà des revenus par rapport à mes nouvelles actions. En fait, gagner 700-800 € pour vivre, et je sais que je peux vivre avec 800 € toutes charges comprises, aller peut-être 900 € toutes charges comprises, et passer 7 heures sur mon bureau à bosser pour moi et mettre des choses en place qui vont me rapporter de l'argent plus tard, plutôt que de bosser pour quelqu'un, de l'enrichir et puis qui se fout de ta gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi créer une sorte de vélocité, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, tu vas pas forcément gagner beaucoup. La personne à côté de toi qui va travailler, qui va avoir son CDI, va tout de suite avoir un salaire. Toi, au début, pendant des mois, voire peut-être pour certaines personnes des années, des fois c'est long, tu vas mettre des choses en place, tu vas galérer, tu vas avoir des hauts et des bas, mais après, ça va monter crescendo, et tu peux monter sur des revenus qui sont complètement délirants. Et quand bien même tes revenus ne sont pas forcément délirants, ça va être des revenus qui vont être automatisés, tu vois. Tu as moyen de te créer des revenus automatisés, et après, moi je sais que c'est ma vie est comme ça depuis 4 ans, mais les revenus que je génère, j'ai pas besoin d'être derrière, j'échange pas mon temps contre de l'argent finalement. Je suis pas là à me dire je vais travailler 1 heure, ça va me rapporter tant. Donc après, tu es totalement libre de ton temps, et tu peux accorder du temps pour toi déjà, faire du sport, faire ce qui te fait plaisir, et accorder du temps pour ta famille, et surtout que tu viens d'être papa. Donc ça, il y a rien qui peut acheter ça. En fait, tu pourras pas acheter le temps de voir ton enfant grandir, quoi.
Et puis ça te permet de vivre et puis de choisir ce que tu veux faire en fait. Si ce matin tu as envie de faire ça, bah c'est pas. Et puis il n'y a pas ce truc social parce qu'encore une fois, là je suis reparti dans le salariat, mais les gens en fait ils réfléchissent tous différemment. Ils réfléchissent tous, ils sont tous dans un moule, c'est vrai. Finalement, moi comme toi, on a toujours des idées de business. Et moi j'en ai 1001 là. Du coup, je travaille en animation, mais on gère des séminaires. Donc moi, je m'occupais des séminaires. C'est des séminaires parfois qui étaient à 100 000 euros. Aujourd'hui, je pense qu'au lieu de faire le pitre à gérer un séminaire et gagner 1800 euros par mois, alors que mon entreprise gagne 100 000 euros pour ce séminaire-là. Donc à l'année, je crois que là, le chiffre d'affaires demandé, c'était 1,8 million. Et je crois, non, c'était 1,2 million ou un truc comme ça. Et je crois que là, on est à 800 ou 900 000 euros. Moi, aujourd'hui, je le vois comme ça, au lieu de mettre l'échelle, du coup, aussi, je faisais des soirées DJ. Donc, au lieu de faire des soirées DJ et de toucher 1800 euros, si j'étais à mon compte, je pourrais prendre 300 euros pour cette soirée. Si j'en faisais 10 par mois, c'est 3000 euros. Donc, juste en faisant des soirées DJ. Ensuite, je me disais, ces séminaires, si c'était moi qui étais apporteur d'affaires et que je prenais 10% sur ces 100 000 euros, bah, 10% ou 20%, ça fait 2 000 euros pour un événement. Si j'apporte 10 événements par mois, ça me fait pas mal d'argent, quoi. Ça me fait 20K. Ouais. Et ça, il y a des manières d'avoir des leads et de récupérer des leads aujourd'hui par mon activité principale, sans me prendre la tête et faire ce que j'aime. C'est ça. En fait, c'est aussi un risque à prendre. Et justement, je t'en parlais, quand tu te lances aussi, il faut vraiment aussi se faire un peu un mental de warrior, tu vois, d'avoir de la discipline, de reprendre le sport, parce que le sport a des vertus incroyables. Vraiment, c'est dingue. Se mettre à la méditation, ça, c'est quelque chose que t'as beaucoup fait avant. Bon, voilà, je devrais me mettre un peu plus dans la méditation, moi. C'est pas un truc que j'ai trop, on va dire, trop testé. Mais voilà, vraiment essayer de se construire mentalement et surtout de foncer vers ses propres projets et objectifs. Et en fait, de se créer, de même se créer son empire, en fait, sur Internet. Aujourd'hui, il y a clairement moyen de le faire. Et maintenant, je pense qu'on va passer à la partie la plus stimulante. On va finir cette partie sur. Vas-y. Puis après, tu parleras de tu sais quoi. Tu nous parleras de ce que tu vas faire. Après, là, pour finir sur la partie du job, quand tu dis là, il y a forger un mental d'acier. Moi, je suis en plein dedans, comme on disait tout à l'heure. Là, je suis démissionnaire de ma société, donc aujourd'hui. Je veux me lancer dans le business du SEO et on va en parler juste après. Voilà, c'est ce business-là qu'on vous met en haleine depuis le début. Donc SEO et la création de sites. Et aujourd'hui, comme je disais, je peux pas créer de site. Ça fait 4 mois où je me suis formé, etc., et je peux pas créer de site et tout. Là, ça fait 1 semaine que je suis chez moi en arrêt. Et j'ai déjà lancé un site qui est déjà indexé sur YouTube, sur Google. Ouais, c'est ça. En fait, de l'argent dans 15 jours, qui va me rapporter de l'argent, c'est sûr. Ouais. Tu m'as envoyé ça ce matin et effectivement, l'indexation de ton site a été faite rapidement. Ça, c'est top. Mais le pire, c'est que j'ai 5 pages. Je l'ai lancé. C'est quand lundi, j'ai pas bossé dessus. J'ai dû acheter mon domaine mardi. 2 jours. Mais j'ai utilisé les bonnes techniques. On parlera un peu de tout ça. Et du coup, la peur. Donc là, en ce moment, on était là-dessus. Moi, j'ai un peu peur de quitter mon job puisque de base, je voulais que ça se passe bien, etc. Je pense que ça va mal se passer, comme on a évoqué plusieurs. Je pense qu'il n'y a pas d'issue probable en bon terme dans cette rupture, même si le boss, je m'entendais bien avec lui, etc., etc. On l'a vu il y a 2 jours du conflit que je t'ai demandé ton avis là-dessus. Moi, je pense que ça va mal se passer. Donc là, l'objectif, c'est que je vais démissionner. Je sais que je vais du coup ne pas avoir de chômage pendant 4 mois et peut-être plus. Donc là, l'objectif, c'est de me barrer de l'entreprise et de gratter un maximum de thunes. Je sais que dans tous les cas, ça va mal se passer. Donc, au lieu que ce soit lui qui m'entube, c'est moi qui vais m'entuber. Tu vois, c'est une entreprise. À savoir que les entreprises contre les salariés, souvent c'est les salariés qui gagnent. Oui, souvent. Il y a plein de choses. Il a fait un truc. On parlait de
l'hébergement quand on est les heures sup, c'est pas quelque chose de légal. Non, c'est illégal, ça. Aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'il me paye ses heures. Ouais. Puisque lui, il est pas honnête de son côté, donc moi, je vais pas être honnête. Il y a aucune preuve qui prouve qu'il m'a filé ses heures. J'ai signé un papier comme quoi il m'hébergeait à titre gratuit et il n'a pas parlé de m'échanger des heures. Donc ces heures-là, je vais les récupérer. Donc je vais essayer de cumuler 3-4 mois, 5 mois de salaire et puis de réduire mes dépenses. Mais en tout cas, je serai heureux et puis je pourrai lancer des sites et ça se trouve, avant d'avoir des indemnités chômage, je gagnerai de quoi vivre avec mes sites. Ouais, alors je pense que tu as clairement moyen, enfin je veux dire, avec les connaissances que tu as accumulées et l'état d'esprit que tu vas te créer durant les prochains jours et prochaines semaines, je pense qu'il y a clairement moyen. Et je t'avais parlé de ça, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, je sais plus, sur le fait de brûler les navires. Et c'est un petit peu ce que tu as fait finalement. Alors c'est, je crois, Guillaume le Conquérant qui justement, pour la petite histoire, en fait, pour éviter, pour avoir des soldats les plus qui aillent de l'avant, en fait, qui se retournent pas en fait pour se dire bah voilà, bah c'est dommage, j'ai quitté ma famille pour aller à la guerre et tout ça. En débarquant en fait sur une île, il a tout simplement brûlé les navires et en fait brûlé les navires de ses soldats. Ils avaient plus de possibilité de revenir en arrière, de faire demi-tour. Et en fait, le seul objectif, c'était d'aller tout droit, d'aller à fond. Et là, je pense que c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dises maintenant, bah j'y vais à fond, discipline, sport, méditation, j'y vais à fond dans mon projet. De toute façon, tu n'as pas le choix que de réussir. Et puis tu vas réussir. Il y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y avait pas d'entrepreneur sur les navires, sinon il y en aurait un qui aurait construit un radeau, il serait barré. Il savait que pour construire les navires, ça allait prendre des années et pour refaire marche arrière. Donc là, en fait, ils n'avaient pas le choix que d'aller tout droit. Tu vois, c'est soit tu avances, soit tu recules. Mais t'as pas. En fait, il faut pas avoir c'est soit tu avances, soit tu recules. En fait, tu vois, faut pas avoir d'intermédiaire entre les deux. Il n'y a pas de compromis possible là-dedans. Je pense que quand on veut entreprendre, avoir de gros résultats, bah faut foncer. Tu vois. Il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça. Après, il faut foncer intelligemment parce que... Après, voilà, évidemment, ouais. Ça sert à rien de bosser 15 heures par jour si derrière, tu n'as pas les bonnes stratégies, tu n'as pas les automatismes. Si tu passes ton temps à échanger ton temps contre de l'argent, enfin, au bout d'un moment, tu vas te cramer, quoi. C'est ça. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Donc, on parlait des rituels du matin et tout, machin. Au final, ouais, c'est bien, mais c'est tout ce que je veux aujourd'hui. En fait, il ne faut pas trop se mettre non plus de choses... faut pas trop charger la mule parce qu'au final, sur le long terme, ça marche pas. Ce matin, on en parlait sur le local. Faut avoir l'esprit marathon. Là, cette semaine, j'ai recommencé à bosser. J'ai beaucoup bossé. Mais le soir, je gardais ce temps-là. C'est pareil. Le dimanche, je ne veux pas travailler. Ouais. Donc, j'ai des objectifs assez carré, mais pas trop chargé non plus, tu vois. Ouais, totalement. Moi, je suis pas un grand fan de pareil non plus, de se dire bah je vais me lever à 5h du matin, je vais aller courir pendant 1 heure tous les matins. Partir dans cette optique-là, pour moi, c'est parfois aussi, je pense, trop overkill et tu peux vite te cramer. Le risque, en fait, c'est quoi? C'est finalement de faire ça pendant 2-3 semaines, puis après d'être complètement dégoûté et de passer un mois derrière à ne plus rien faire. Alors qu'en étant dans un marathon, derrière, les résultats vont être exponentiels. Chaque jour, tu vas mettre une pierre à l'édifice, tu vas créer ton bâtiment, puis tu vas créer ton village, ta ville, etc. Et à la fin, tu t'es créé ton empire. C'est ça qu'il faut voir, en fait. Chaque pierre, après, petit à petit. Après, là aujourd'hui, j'ai pas créé mes objectifs puisque je savais pas par rapport au boulot, à savoir que je vais sûrement devoir y retourner 1 mois pour du coup. Ouais, pour terminer tout ça. Même si ça va mal se passer, je vais y aller 1 mois, comme ça je vais gratter 1 mois de salaire en plus pour pouvoir vivre plus. Je pourrais ne pas y aller et dire bah tiens, je vais poser mes congés payés puisque j'ai des congés payés, ça fait 1 an que j'y suis, mais derrière ça fait de l'argent en moins, donc je vais y aller 1 mois et puis je vais pas me prendre la tête. Et puis il y avait l'idée est-ce que je vais retourner, est-ce que je vais pas retourner. Donc aujourd'hui je me suis pas mis des objectifs, mais néanmoins j'avais déjà posé des objectifs. Par exemple dans mes objectifs aujourd'hui ce serait mais en tout cas à l'aparté sur les objectifs ce serait quand même de tous les faire, tu vois, mais pas avoir des gros objectifs, mais de tous les faire et sur le long terme, que ça dure longtemps. Voilà. Donc, tu veux qu'on parle des objectifs ou tu veux qu'on parle un peu du SEO, etc. Non, que tu présentes un petit peu à tous les auditeurs ton projet. Qu'est-ce que c'est finalement le SEO? Voilà, si tu devais expliquer concrètement ce que tu vas faire, ce que tu fais déjà et ce que tu vas faire à quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà, c'est quoi concrètement ce que tu fais?
Alors moi, comme on a parlé dans ce podcast, en fait, j'ai essayé pas mal de trucs, donc YouTube, machin et tout, et aujourd'hui, YouTube, ça me plaisait pas, Amazon KDP, ça m'a plu, mais ce qui me plaisait, c'était rechercher les mots-clés, comme on a dit, rechercher des niches, etc. Et le truc aujourd'hui qui se rapproche le plus à tout ça, c'est justement le SEO, mais surtout la création de sites, donc créer des sites de niche et derrière les référencer et puis prendre soit de l'argent d'affiliation en collecte de leads. Tout à l'heure, je parlais de l'événementiel. Aujourd'hui, j'ai un projet de lancer un site, de me mettre sur toutes les requêtes liées à l'événementiel, de récupérer du lead et justement aller vendre et gagner un pourcentage. Donc, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est un projet qui va être mis en place très très rapidement. Ça veut dire que je fais un site, je vais prendre du temps à faire le site parce que je vais chercher les meilleurs mots-clés et tout. Après, il va être référencé. Après, je vais récupérer du lead. Je vais convertir le lead et puis après, je vais le revendre potentiellement à lui ou je vais l'appeler. Je l'appellerai peut-être pas lui en direct, mais je ferai peut-être un mail. Tenez, il y a un lead exclusif. Et sur un séminaire à 100 000 €, j'essaierai de prendre, je sais pas, 20% par exemple. Donc en fait, voilà, si on devait résumer un peu sur ces points-là, concrètement, tu détermines une niche avec des mots-clés, donc événementiel, par exemple, événementiel sur Paris, on va donner Paris comme exemple, événementiel sur Paris. Toutes les personnes qui vont taper des mots-clés, par exemple mariage, anniversaire sur Paris, etc., vont avoir des chances de tomber sur ton site, parce que toi, ton objectif, c'est que ton site soit en numéro 1 sur Google, finalement. Donc, c'est pas mon objectif, c'est il sera numéro 1 sur Google. Aujourd'hui, c'est ma mentalité. Voilà, il y sera, tu vois. Donc forcément, ils vont tomber sur toi, ils vont aller voir ton site, ils vont être intéressés par ce que tu fais. Et en fait, toi, derrière, une fois que tu as récupéré un prospect, eh bien, soit tu lui proposes directement des prestations, ou soit, ce qui est peut-être plus automatisé, tu fais de l'affiliation derrière. Donc voilà, tu peux très bien le réorienter vers une boîte qui fait justement de l'événementiel et prendre un pourcentage. Et ça, des sites de niche, en fait, ça existait beaucoup à l'époque sur, alors peut-être un peu moins maintenant, mais sur les produits d'Amazon. Sur les produits d'Amazon, par exemple. À l'époque, c'était les comparatifs. Les comparatifs d'assurance, voilà, les VPN aussi. Les VPN, les VPN et tout, ça a pris énormément d'argent. Tous les comparatifs, là, genre le Furet et tout, c'était à l'époque, il y a 3, 4 ans, 5 ans dans les SEO. Ça a cartonné, les mecs. Et maintenant, c'est des entreprises, quoi. Maintenant, voilà, ils ont. Parce qu'en fait, ils touchent leur commission sur des assurances. Et ça, c'est un excellent moyen. En fait, tu crées un site une seule fois, et du moment que tu as bien réussi à le référencer, que tu fais un petit peu d'entretien du site, après, ça te ramène du trafic en automatique, et ça te permet, après, de faire de l'argent en automatique. Moi, c'est un petit peu la stratégie que j'ai fait sur YouTube. Par exemple, je sais que sur des mots-clés, je suis en top position, notamment sur le mot-clé affiliation Amazon. Tu vois, c'est ça qui est assez drôle. C'est sur YouTube, tu tapes affiliation Amazon et je crois que ma vidéo ressort dans le top. Et c'est une vidéo qui a fait, je sais plus, peut-être 100 000 vues, un truc comme ça. Et c'est pareil. Mais en fait, les personnes après cliquent sur mes liens et je touche des commissions sur vente, ils s'abonnent à la chaîne, etc. Ça rapporte de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà. Donc, en gros, c'est la base du truc, c'est l'édition de site. Tu trouves une niche, tu crées un site. Édition de site SEO. Et puis ça peut être donc là pour récupérer du lead, mais ça peut être aussi un blog d'information où tu vas faire de la vente de liens, donc des liens pour créer des backlinks. Ça marche potentiellement bien, mais ça peut être aussi un lien Amazon. L'autre fois, j'ai trouvé un produit qui était bien, donc je peux faire un site sur Amazon avec un EMD, donc un exact match domaine. C'est un nom de domaine exact. Par exemple, la niche, c'était, je peux la donner, mais c'est utilisé. Il y en a tellement des niches. Comme tu veux. Je viens d'avoir un bébé, c'était nid d'ange bébé, je crois, il y avait je sais plus combien de recherches. Donc là, tu fais un site spécialisé sur les nids d'ange bébé, donc tu peux faire les nids d'ange bébé bleus, les nids d'ange bébé rouge, machin. Et puis, c'était longue traîne après ça, c'était longue traîne, c'est ça? Ouais, et puis tu te références premier, et puis tu fais de l'affiliation Amazon, mais même pour aller plus loin, quand tu as un produit comme ça, tu peux faire du e-commerce, par exemple. Oui, tu peux faire du dropshipping. Tu peux très bien trouver le produit dans une entreprise, alors que ce soit, peu importe au fournisseur. Après, tu crées une boutique Shopify, tu arrives à la référencer et après, voilà, tu vas avoir du trafic automatique. En fait, pas besoin de payer de la publicité pour avoir du trafic sur ton site. Ouais, c'est ça, tout à fait.
Donc, création de niche, donc dans pas mal de choses, quoi. Il y a pas mal de choses à faire, et puis je vais faire carrément pas mal de choses. Donc ça, c'est très puissant. Et puis il y a aussi un truc qui je trouvais dingue, hein. On en a beaucoup parlé, surtout le mois dernier. C'est ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. C'est juste incroyable. Moi, je sais que ça me fait gagner un temps fou dans mon activité. Et même aussi appliquer ça au SEO, maîtriser à la fois l'intelligence artificielle, le SEO, le référencement et la création de sites internet, c'est des compétences aujourd'hui qui sont complètement dingues en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais un problème, c'était je sais pas écrire. Donc, pour faire des blogs, c'était compliqué avec l'intelligence artificielle. C'est trop bien. À savoir aussi que Google a fait un communiqué de presse, officiel. Google prendra pas en compte, ne pénalisera pas les contenus IA tant que ils donnent de la valeur pour les utilisateurs. Même pour eux, ils disent que ça peut que donner du contenu meilleur. Pour les utilisateurs, donc pour les blogs, etc. Non, et en plus de ça, il y a toujours des reformulateurs de texte, je crois, qui te permettent de contourner un peu ça. Et il y a même des logiciels qui te permettent de détecter ou pas si ton texte a été généré par l'IA. Donc il y aura toujours moyen de contourner ça, je pense, et de réussir à faire ranker ces articles de blog générés par ChatGPT, par exemple. C'est ça. Moi, là, je suis sur... justement, je parlais de trucs qui prennent la tête. Je suis en train de monter les sites, mais aussi de voir comment on peut automatiser un peu le SEO avec ChatGPT. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je me forme sur une formation anglaise sur le SEO. Mais de toute façon, ça fait partie de mes objectifs. On va y arriver. On va y arriver. Je dors SEO sans trop me bourrer le crâne et puis en ayant à côté, toute la discipline, etc. C'est ça. Et tu lis, alors j'ai commandé avec tes recommandations les livres de Olivier Andrieux d'ailleurs, qui est un peu le king du SEO, c'est ça, ouais? Ouais, carrément. Et ces livres, ils sont intéressants parce que moi, là, j'ai accumulé pas mal de connaissances. Donc j'ai acheté les deux. Moi, j'ai acheté celui de débutant et j'ai acheté l'autre qui est un peu plus évolué. Donc je sais que celui qui est un peu plus évolué, je vais retrouver des notions qui sont dans le débutant, donc peut-être tout, mais ça va me permettre d'accumuler encore des connaissances. À savoir que le schéma de connaissances, c'est tu lis une fois, ça va, tu lis une deuxième fois, ça va encore, et après tu t'en souviens au bout de la troisième fois. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, moi, mon objectif, c'est de tout casser les SERP et d'être premier sur les requêtes de mes sites. Donc d'apprendre, c'est pas un problème puisque c'est un de mes objectifs. Mais je pense pas. Je pense que tu n'auras pas de soucis et que tu y arriveras. Hein. Et puis moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup au SEO. Ça va être aussi un axe que je vais travailler cette année, en plus de cyber-indépendant, puisque j'ai aussi envie de faire d'autres trucs. Donc on sera un peu à deux sur le même type. Bon, on va pas se piquer des NDD évidemment. Hein. On va quand même être réglo. Mais voilà, on va développer ça. Si tu veux, on peut monter un concours. Hein. On monte un site, on trouve une requête et on voit c'est qui. Celui qui rank le plus, ouais. Et non, mais moi, on peut le faire hein, si tu veux. Ça pourrait être top, ouais. Moi, c'est mon truc à plein temps, donc toi, c'est pas trop ton truc à plein temps. Mais on peut lancer un concours à ta communauté, on met un cash prize de 250 balles. Ah, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Non, mais pour la petite anecdote, moi, je me suis beaucoup formé en SEO pendant le confinement, donc pendant le premier confinement, SEO, dropshipping, et c'est vrai que j'ai appris à ce moment-là pas mal de choses là-dedans, ce qui m'a permis d'améliorer le référencement de mon contenu, surtout sur YouTube. Donc, mais c'est pour moi, enfin, c'est clairement une compétence aujourd'hui qui est indispensable si on veut percer sur Internet. Et alors, en plus de ça, alors ça va faire comme ça la transition vers tes objectifs. Il n'y a pas que ça. Tu n'es pas obligé de créer que des sites pour toi. Tu peux aussi en faire pour d'autres personnes, c'est ça? Tout à fait, ouais. Après, c'est facile en plus. Moi, je me souviens, quand je faisais du marketing digital, j'étais prêt à payer des gens pour faire des sites, mais au final, c'est comme je disais tout à l'heure, un site, c'est fait en 2 heures. Un site vitrine pour une entreprise, tu mets des petites photos, tu mets du texte, en 2 heures, il est fait, vraiment. Et tu peux le bankable, 500 €, c'est honnête.
Mais là où tu peux aller plus loin, c'est justement créer de la valeur ajoutée et réussir à référencer un site internet. Tu apprends, par exemple, on va reprendre l'exemple de Paris. Tu as un client qui est plombier sur Paris qui veut être, on va dire, dans le top. Eh bien, tu peux référencer son site internet pour que ce soit le plombier sur Paris le plus consulté sur Google. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que c'est encore plus facile. Mettons, toi, tu habites en campagne, moi j'habite en campagne. Là, il y a n'importe quelle entreprise qui veut être numéro 1 dans la région. Je pense qu'à moins qu'il y ait des très facile, qui soient suivis en SEO, mais tu sais, faire du référencement local, ça doit être facile. Franchement. C'est très facile. Je pense que sur Google, la requête, c'est quoi ? C'est une activité de l'artisan plus le nom de la ville. Donc en fait, tu ranks sur ces mots-clés-là, je pense très facilement. C'est du long train et puis il n'y a pas. C'est des longues traînes, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Même moi, tu vois, j'ai fait une étude de marché sur DJ en Charente-Maritime. Ouais. Les mecs, ils sont à la masse. Ils sont complètement à la masse. Pourquoi ? Parce que ils connaissent pas, parce qu'ils vont se référencer eux par rapport à leur nom de scène, tu vois, DJ Butch par exemple. Ouais, il faut des sites vitrines et puis ils sont pas. Ils ont un site vitrine et ils vont miser sur les réseaux sociaux. Alors que quelqu'un qui est en Charente-Maritime, par exemple, qui recherche un DJ pour son anniversaire ou pour son mariage, il va taper DJ, le nom de sa région, le nom de sa ville, et il va pas tomber sur ce DJ par exemple. Et c'est dommage. Il y a un truc à prendre là-dedans parce que ces mecs-là, du coup, ils se référencent sur mariage.net ou mariage.com et c'est 1000 ou 1500 euros à l'année, tu vois. Il y a peut-être un truc à faire de démarcher ces. Et voilà, tu vois, là, on parlait des idées de business. Bah ouais, ces mecs-là, ils prennent tous les mecs qui sont sur mariage.com, leur dire ouais, votre site il est pourri, je suis un SEO. Tu leur envoies un mail, tu leur dis votre site il est pourri, je suis un SEO, je peux vous faire ranker votre site. Je vous prends 500 euros par an, tu vois, 600, non, pas par an. Mais genre. Carrément. Tu peux faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de mariage.net, vous payez trop cher. Tu lui dis, moi pour 1000 euros, je vous fais la presta SEO, je vous la suis pendant 6 mois par exemple. Ouais, avec un suivi, du coaching. Tu vas passer 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, et après tu vas passer 1 heure par mois par exemple. Ouais, et derrière, tu peux lui proposer un système d'abonnement pour suivre son site, faire l'entretien de son site, installer les plugins, faire les mises à jour du thème, etc. Ouais, c'est ça, mais en plus de faire ranker une société. Moi, là, je suis en train de taper des grosses requêtes. Donc, si j'arrive à ranker sur des grosses requêtes Internet, je vois pas pourquoi je ne rankerais pas sur un plombier, un potier, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, non, mais franchement, c'est top. Alors, je vais te poser un peu la question pour terminer un petit peu ce podcast, puisque ça fait déjà 1h15 d'ailleurs qu'on parle. Hein. Il y avait beaucoup de choses à aborder. Comment tu te vois dans un an et voilà, quels sont les objectifs que tu veux atteindre dans un an, d'ici un an là. Alors, d'ici un an, je veux 10 sites qui rankent sur Google, premier. Un site par mois, ça va, un peu moins d'un site par mois. Alors, je veux 10 sites qui rankent et je veux 10 sites qui me rapportent entre 50 et 500 euros par site. Ok. Donc 10 qui me rapportent entre 50 et 500 euros. Donc, au minimum 500 euros, au maximum 5000. Ok. Ou plus, on va pas dire que j'en veux pas moins. Les objectifs concrètement, tu vois, j'étais en train de penser à ça. Moi, j'ai des tout petits objectifs, donc ce serait de lire un livre par mois de 3, 4, 5 pages par jour en lecture, faire le matin, avoir quand même une petite routine de une demi-heure de yoga, étirements, etc. Faire 30 km de course à pied par semaine. Ça, c'est plus du niveau de mon niveau discipline, etc. Faire 30 km de course à pied. Ouais. Du coup, faire 2 heures de muscu. Après, en termes de business, après, il y a tout ce qui est reprendre l'alimentation et tout, puisque là, j'étais nourri, logé, mais je bouffais de la merde. Donc, tout ça, reprendre ma vie, ma santé, mon bien-être. Donc, ça, c'était un peu cette partie-là. En termes de business, j'étais parti sur un site tous les 10 jours, donc 3 sites par mois. Ouais. 3 sites par mois, puisque au début, je partais sur un site par semaine, à savoir qu'un site par semaine, c'est chaud, puisqu'il y a quand même la recherche de mots-clés. Après la création de contenu, en fait, pourquoi je suis parti par 10 sites par jour, ce serait de me dire, je vais faire 3 contenus, 3 nouvelles pages par jour, donc il faut le contenu.
Je pourrais faire du contenu pourri et directement demander à OpenAI. Là, je veux optimiser mon contenu, donc c'est à peu près 35-45 minutes par contenu, je pense, en ayant les bons mots-clés et tout. Donc 3 contenus par jour, sur 10 jours, ça fait 30 pages. 30 pages, c'est un site de base. Et à savoir qu'après les 10 jours, il faut continuer de l'optimiser, de peut-être rajouter une page par semaine, et puis de faire du linking. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, je sais que tu as un site qui est déjà en place. Il faudra qu'on parle d'un échange de liens sur des backlinks, ouais. Donc après, il faut faire le netlinking et tout. Donc en gros, je vais faire un site en 10 jours propre. Pas au niveau de l'architecture, puisqu'en fait, moi, mes sites, une fois qu'ils auront ranké, je pense que je paierai un bagage pour me le mettre en forme et tout, un mec qui connaît WordPress, parce que moi, je connais. Ouais, parce que le design, comme on abordait ça ensemble, le design est secondaire finalement, en fait, au début. Hein. Le plus important, c'est de faire ranker ton site et ensuite de gérer la partie design. Alors que la plupart des gens se diraient, c'est l'inverse. Pour que mon site soit vu, il faut qu'il soit joli. Bah, en fait, non. Là, le dernier site que j'ai fait, je te l'ai montré, un design de base, mais ça suffit. Si tu as un beau site, mais que tu n'as pas de visite, ça sert à rien d'avoir un beau site au final. Ça sert à rien, ça sert à rien. Vaut mieux que tu commences à avoir des visites, du clic, etc. Et après, une fois que c'est ça, tu l'embellis. Bien sûr. Et moi, je pense que je paierais un mec 20 balles, un mec qui touche WordPress, je lui dirais, tiens, tu me l'embellis un peu, et basta. Donc 10 jours, c'est pour créer une trentaine de pages, etc. Et après, il y aura le netlinking. Comment par jour, ce serait le matin bosser sur la création de contenu, etc. Et puis l'après-midi, donc l'optimisation SEO, le maillage interne, tout ça sur les différents sites, puisque au bout de 10 jours, comme j'ai dit, il faut continuer. Donc, ce serait peut-être chercher des backlinks pour l'autre, je vais faire le maillage interne de ce que j'ai importé ce matin, tu vois. Donc, plus le matin être sur les trucs où il faut être super concentré, l'après-midi, voilà. Et après, c'est aussi ne pas me charger de travail. Donc, je parlais des rituels du matin. Donc, je me levais super tôt. J'ai essayé, mais ça marche pas sur la longue durée. Ouais. Donc là, en gros, je veux essayer de commencer vers 7h30, en me levant à 6h30, en prenant le temps de faire du yoga, de prendre un petit déjeuner. 7h30, je commence jusqu'à 12h30. Après, à 13h, je reprends jusqu'à 16h30, 17h. Et puis après 17h, la petite balade avec le chien. Et puis méditation, poser, petite musique tranquille, me décontracter. Et puis après, le soir, je regarde pas la télé, je me pose, je lis. Et puis voilà. Et là, j'ai pas mis tout ça en place puisque en fait j'étais un peu flou dans mes projets, donc j'ai pas encore mis ça en place, mais j'ai bossé. Mais le soir, j'étais sur ma tablette à regarder des vidéos et tout. Tu vois, ça, je veux pas le faire. Je lirai le livre du SEO puisque je veux quand même vivre SEO. Et puis si j'ai pas envie de lire SEO, je lis des livres différents le soir, quoi. Mais par contre, je vais pousser la tablette parce que je le vois là ces derniers temps, je regarde une vidéo YouTube, donc ça m'apprend des choses puisque c'est mon thème, mais derrière t'arrives pas à décrocher. Après tu te couches tard et le matin tu te lèves à 8h et c'est relou. Ouais, puis après ça te décale tout. Non, mais moi je suis d'accord, je te rejoins là-dessus et moi ce que j'aime bien aussi, et ça c'est un truc, je pense que je vais essayer de mettre ça en place, c'est de travailler uniquement le matin. Tu vois, moi j'aimerais bien par la suite travailler que le matin, quitte à étendre, quitte à encore me lever plus tôt, mais me dire que voilà, à 13h, j'ai terminé ma journée, on va dire, de création de contenu, de travail pur. Et l'après-midi, c'est uniquement dédié, par exemple, à des recherches immobilières, gérer les investissements, à faire du sport, à me détendre aussi, à faire d'autres trucs. Tu vois, moi, je pense que la partie création, je suis productif que le matin, en fait. Le soir, je vais mettre 2 heures à faire un truc que le matin, je mettrai 30 minutes à faire, quoi. Ouais, carrément, mais c'est ce qu'il faut faire. Et moi, je te rejoins là-dessus. Après, l'après-midi, c'est pareil. Je suis un peu comme ça. Si j'arrive à être... Là, je suis en train de me former sur l'IA pour automatiser pas mal de trucs sur la création de contenu, la recherche de mots-clés et tout. Mais si j'arrivais à faire mes 3 articles en 2 heures, et le matin, je ferai mon maillage interne et ça se trouve, l'après-midi, c'est aussi dans l'idée. À 14h, je bosse plus sur des trucs. Par exemple, là, j'ai des trucs à vendre dans e-commerce, mais je te rejoins totalement là-dessus, quoi. Ce serait des trucs annexes que même si tu les fais pas,
Mais par exemple, je sais pas, tu veux passer, par exemple, on passe faire une bouffe, bah, on se rejoint à 14h et après l'après-midi, tu vas pas te dire. Mais ça fait un Ouais, peu partie du truc rituel du matin, tu vois, genre morning routine. En fait, il parle de faire les choses importantes avant 8 heures. ouais. Mais en fait, nous, moi, perso, chez moi, j'ai personne qui va me déranger. En fait, je coupe mon téléphone, je vis tout seul à l'heure actuelle. Je vis pas avec ma compagne et même si on vivait ensemble, j'aurais mon espace à moi et je pense que je prendrais un bureau à l'extérieur pour justement avoir ça. Ouais. C'est faire tout le matin et l'après-midi, bah, tu vas te dire, tu peux rallumer ton téléphone et tu vas te dire, bah, tiens, j'ai des trucs à faire, donc je les priorise un peu, mais c'est pas important si je suis dérangé et que par exemple il y a ma sœur qui passe à la maison, tu vois, par exemple. Ouais, Mais moi, je pense qu'il faut réussir à découper sa journée comme ça. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Vraiment, le matin, t'es full focus, tu coupes tout et tu travailles comme un dingue en mode, enfin, avec le maximum de focus possible. Tu vois, tu mets tout au focus sur la tâche et t'abats en fait le travail en quelques heures. Et quand t'as fini ta journée à 13h, tu vois que t'as tout fait au niveau de ton travail, bah, l'après-midi, voilà, tu peux voir des proches, tu peux gérer un peu d'invest, tu peux envoyer des colis, tu vois, enfin, ce genre de truc qui ne requiert pas forcément beaucoup de focus. Tu peux faire ton sport le soir. Moi, je sais que moi, j'aime bien faire mon sport le soir en fin d'après-midi, aller courir, aller à la salle. Et après, tu vois, tout un après-midi, c'est ça. Et moi, le soir, je mange et après, c'est chill le soir. Un peu de lecture, tu te détends, voilà, le soir, moi, je suis pas pour travailler le soir, tu vois. ouais, non, mais moi aussi. Et après, quand tu regardes des vidéos, t'es carrément pris dans le truc, quoi. Ouais. Bon, et après, ça rejoint quand même, tu vois, ce que je disais, faire du ninja linking et tout, c'est un peu zoné sur Internet, c'est pas vraiment. Donc, ouais, ça rejoint un peu. Ouais. Bon, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à dire? Je sais pas, puisque je pense qu'on va arrêter là. Presque 1h30 de podcast. D'ailleurs, record battu pour mes podcasts. Hein. On avait vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, mais moi, je vais écouter des podcasts, c'est vachement important. Moi, j'écoute tous les jours aussi des podcasts, ça me permet d'avancer, que ce soit ici, surtout quand vous prenez la voiture. Je pense c'est que royal. un peu surtout. Branchez, si vous n'avez pas de poste qui fait Bluetooth, prenez une enceinte Bluetooth et écoutez des podcasts. Ça sert à rien que vous perdez du temps à faire de la voiture. Mais écouter des podcasts, c'est super bien et ça reste dans la tête. Moi, je me souviens, j'ai fait 3 heures de route il y a une semaine, j'ai entendu des podcasts et il y a des trucs qui sont encore dans ma tête. C'est super important. Alors, on vous donne du contenu, c'est pour vous, mais prenez-le ouais, dans les bus, dans la voiture et tout. Perdez pas ce temps et vraiment écoutez des podcasts. C'est un conseil que je peux vous donner et ça va vous faire évoluer. Ouais, totalement. Moi, je suis aussi un gros consommateur de podcasts aussi. Hein. J'écoute des podcasts d'autres entrepreneurs aussi. Et c'est un format que je tiens aussi à faire, même si je sais, j'en ai parlé d'ailleurs sur mon canal Telegram hier. C'est pas un contenu qui me rapporte beaucoup de vues et beaucoup d'écoutes pour le moment. Mais en fait, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je continue à le faire, même si je pourrais allouer mon temps sur quelque chose de plus rentable. Mais je trouve que c'est tellement important, en fait, que je continue à le faire, quoi. Carrément. Et le mot de la fin, du coup, que tu voulais, bah, on se donne rendez-vous dans 1 an et puis on parlera de. Eh ben, carrément. Ouais, on se fera un point dans 1 an d'ici là. Ouais, ça pourrait être top. Ça pourrait être top, ouais, carrément. Et puis, si vous avez des sites de niche qui rendent, faites gaffe, j'arrive. C'est ça. Est-ce que tu as, alors non, t'as pas vraiment de réseaux sociaux, de liens, si les personnes veulent te contacter, échanger avec toi, voilà, dis-moi. Je peux même plus, j'ai Twitter au pire où je partage pas mal de trucs SEO, mais limite c'est le seul réseau que je suis et je partage plus en fait. Ok. J'ai plus envie des réseaux. Ouais, après j'ai un comment ça s'appelle Instagram, je crois, ouais, Instagram. Mais je publie plus rien dessus. En fait, j'y vais pour chill, mais limite, j'y vais plus. Là, cette semaine, j'étais tellement dans mon focus que j'avais. En fait, voilà, cette semaine aussi, il y a ma compagne qui était là. Et finalement, j'étais trop dans mon focus et finalement, j'ai pas profité, mais j'avais besoin de travailler pour me dire, là, tu vas démissionner. Mais par exemple, si je serais rentré et que j'aurais profité, etc., je me serais senti coupable de me dire que j'allais arrêter de bosser pour me mettre sur mes business et au final, chiller toute la semaine et prendre du temps pour moi. Non. Donc, j'ai pas eu trop le temps de voir les réseaux sociaux, etc., et puis de
Donc, ouais, je suis pas trop dessus. Finalement, Twitter, Bon, ouais, tu me diras en off si tu veux que je mette Twitter ou Instagram en description de ce podcast, enfin juste en dessous du podcast. Et puis voilà, si les personnes veulent te contacter pour des questions sur le SEO, sur savoir un petit peu, même pour peut-être des conseils ou quoi, ben voilà, je mettrai tes réseaux sociaux. Je pourrais mettre Twitter éventuellement. Après, ceux qui sont intéressés par les échanges de liens, éventuellement, je le prends. Ouais, du backlink. Et puis peut-être que dans quelques mois, tu auras créé éventuellement un site où tu proposeras tes services ou voilà. Et d'ici là, je mettrai à jour ces liens-là. Tout à fait. Bon, bah écoute, on va se terminer ici. Voilà, je te laisse dire au revoir. Ça marche, allez. Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour votre écoute. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour de prochains podcasts. Merci William pour ton intervention, pour ce podcast avec toi. C'était super intéressant. De toute façon, on aura l'occasion forcément d'échanger en off un peu sur tout ça. Et puis j'ai hâte de découvrir tes résultats en SEO, qui va être ton gros projet de 2023. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Les liens sont pareils en description de ce podcast, que vous l'écoutiez sur Spotify, Apple Podcast, voilà, sur toutes les plateformes de podcast. Il y en a tellement que je ne vais pas toutes les citer. Et aussi sur YouTube, vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur YouTube chaque semaine. Voilà, bah on va se quitter ici. Bonne journée, bonne soirée, à très vite et surtout à votre succès. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, c'était très enrichissant. Je m'excuse pour la qualité sonore qui n'était pas forcément dingue, incroyable. Voilà, vous devez entendre maintenant la différence. Il y avait quelques problèmes au niveau de la connexion de William et de son micro. Et puis moi, j'avais pas le même logiciel, donc voilà, malheureusement il y a une petite baisse de qualité. Mais le plus important reste quand même le fond du message. Et je trouve que voilà, c'était vraiment un podcast ultra enrichissant. Donc je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques secondes, mais quand même rapidement, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me suivre si vous avez apprécié ce podcast et si vous appréciez ce type de podcast. On se retrouve très vite pour du prochain contenu. Comme à mon habitude, je vous souhaite une seule chose, à votre succès.